Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Voisinage. Bienvenue aussi en France métropolitaine, à Paris, où on est actuellement dans le quartier des Marais. Et c'est là où va débuter notre émission Voisinage. Et vous allez visiter le Louvre? Oui. Le Louvre? Oui. Le musée du Louvre? Oui, le musée du Louvre. Avant d'aller voir la neige? Bah oui. Après, on va voir la neige après. Voilà. Hein? Mais là, on a si on trouve la neige. Du temps à perdre, donc on va aller au musée du Louvre. Ouais. Ah, on va aller voir la pyramide du Louvre d'abord. Alors Chloé, première fois au Louvre? Oui. Musée du Louvre? Oui. Et alors, comment tu trouves les peintures déjà? C'est bien fait. Ouais. C'est impressionnant? Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça des peintures impressionnistes. Hein? Parce que on se demande comment ils ont fait ces peintures-là, à cette époque-là, avec si peu de moyens, et avoir une impression presque à la qualité de la photo. Ouais. Hein? Du réel. Et avec seulement un pinceau de la couleur végétale, pour la plupart. Hein? Bon, on va aller voir Mona Lisa, non? Oui. On est venu ici pour voir qui? Par contre, là, il y a un problème. Quel problème? Je sais pas, ça se remarque pas, mais quand tu regardes bien... Oui. Il a plus de tête. Il a plus de tête et il tient sa tête dans la main. Ouais. Ben oui, dans cette époque-là, c'était un peu barbare. Hein? Hein? En quelle année, cette toile-là? 1428. 1428 à 1444. Enfin, elle a été mise en 1450. Enfin, ah ouais, ouais. Elle s'appelle le maître de Drebud. Alors, c'est quoi ce tableau-là? Hein, Zivadji? c'est un joli tableau de Jean Clouet ou son frère, Paul Clouet. Ah ouais. C'était au roi de France, ça? Non. Ouais. Si, c'est le roi de France. Ah bon? C'est François Ier, je t'ai dit. Qu'est-ce que tu vois dans ce tableau-là là? Que c'était pendant les grandes découvertes. Oui. Parce que il y a des trucs exotiques. Exotiques comme le bambou, l'oiseau. Un perroquet aussi là-haut. Oui. Hein? Voilà. Le bambou avec sa croix qui est en forme de bambou. Ouais. Et puis on voit que ce tableau-là, il y a des couches en dessous. Donc ça veut dire que c'est un tableau qui a été retouché. Hein? Mm-hmm. Ça, c'était le problème des peintres anciennement. C'est-à-dire ils n'arrivaient jamais à finir un tableau. Hein? Et à chaque fois, quand ils peignaient un tableau, eh ben, ils retouchaient le tableau tellement de fois que là, on peut s'apercevoir qu'il y a des sous-couches. C'est-à-dire qu'il y a des choses en dessous qu'ils avaient peintes. Et on voit les détails dans la barbe, par exemple. Là, on se demande comment ils ont fait ça en cette période-là. Hein? Bon, alors, on va essayer de retrouver Mona Lisa. Hein? Oui, elle est perdue. Elle est perdue? On galère depuis tout à l'heure pour aller trouver Mona Lisa. On était dans la galerie Richelieu alors qu'il fallait chez Denon. Hein? Il a fait noir, il ne faut pas parler fort. Donc on va redescendre et on va passer de l'autre côté, d'accord? Non, je l'ai éternué. On approche du but. Hein? On va enfin trouver, comment? Tati Mona? Tata Mona. Tata Mona? Tu vas dire Tata Mona? Oui. Tata ou bien Tati? Ben, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend pour qui. Oui. Ouais. Bon, allez, on va chercher Tati, hein?
Tati Mona. Il y a encore 2-3 salles à passer. Encore 2-3 salles à passer? Oui, on est au 708 et elle est au 711. Ok. Oh. Ça y est, tu la vois enfin? Tati Mona. Hein? T'as vu Tati Mona? Elle a plein de Elle a plein de fans, hein? Elle a plein de neveux. Neveu et nièce. Waouh, impressionnant, hein? On est au musée du Louvre, en tout cas on était au musée du Louvre il y a quelques instants de cela. Et ce qui est impressionnant dans ce musée-là, c'est qu'on a dû recenser à peu près plus de 1000, voire peut-être même 2000 tableaux dans ce musée-là. Il n'y a qu'un seul tableau pour lequel les gens se déplacent. Les gens viennent au musée du Louvre pour voir le seul tableau. Et il paraît que c'est le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde. Et la Joconde, si on regarde bien, on voit qu'elle attire du monde. Mais elle attire du monde non pas parce que c'est une peinture qui est exceptionnelle, puisque des peintures exceptionnelles, des peintures qui retiennent, qui captivent les gens, eh bien, il y en a beaucoup dans ce musée-là. Mais elle est différente. Elle est différente parce qu'il y a une histoire à l'arrière de ce tableau-là, l'histoire de son maître, l'histoire de celui qui a peint ce tableau-là, Léonard de Vinci. Et on savait que Léonard de Vinci était quelqu'un qui aimait les formes, qui aimait la nature et qui aimait tout ce qui était beau. Mais on sait aussi que Léonard de Vinci était, on va appeler un chat, il était un homosexuel. Et dans cette période-là, les homosexuels étaient très mal vus. Comment Léonard de Vinci pouvait peindre du beau dans le corps d'une femme? Donc c'était presque impossible. Alors il paraît que le tableau de la Joconde n'est pas le reflet d'une femme, mais le reflet d'un homme, de son apprenti, qui était son amant aussi pendant des années et des années. Et ensuite, on a découvert des traces, des schémas, des esquisses qui ont prouvé que Léonard de Vinci, avant de dessiner la Joconde, avait tracé les traits de son amant, donc de son apprenti, qui travaillait avec lui dans son atelier. Et ensuite, pour que les gens, le grand public, ne lui qualifie pas de pervers ou d'homo, et bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a féminisé un peu son tableau en dessinant Léonard de Vinci, la Joconde. Alors, est-ce que la Joconde a vraiment été une femme? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Et c'est peut-être ça qui fascine tout ce public qui vient ici au Louvre, au musée du Louvre, pour ne voir que, après tout, la Joconde. Parce qu'on a vu, on a traversé les allées, on a vu des gens qui viennent ici au musée du Louvre, mais tout le monde se dirige à un seul endroit. Et bien ce seul endroit-là, c'est la Joconde. Et bien ici, à part que les vendeurs de Tour Eiffel qu'on peut trouver ici, il est là, il essaie de me vendre une Tour Eiffel alors que je suis en pleine explication. Mais c'est pas grave parce qu'on est à Paris. Et ici, à Paris, c'est vraiment la ville où tout est permis, la ville de tous les rêves, d'où les rêves. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui viennent ici. Tu connais le pont des Arts? C'est là, il y avait beaucoup de cadenas avant. Et ensuite, ils ont enlevé les cadenas parce qu'il paraît que ça plombait le pont. Non, c'est parce que sinon le pont était trop lourd. Le pont allait descendre. Et là, ce qu'il y a sur le pont des Arts, c'est qu'on trouve beaucoup d'artistes. Oui.
Ouais, on va aller voir? Oui. Allez, allons les voir. Running over the same old ground, how we found the same old fear. Wish you were here. T'as vu, il marche avec sa batterie. I wish you were here. Pour alimenter sa sono. Just two lost souls swimming in the fishbowl, year after year, running over the same old ground. How we found the same old fears. Wish you were here. Il y a un vendeur cadenas. Et ça s'appelle Albator. Ah non, Albatros. C'est pourquoi? Parce que tous les cadenas c'est la même marque. Du coup, il y a un vendeur de cadenas pas loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bien entendu. On est ici même en France, en Normandie, et on va visiter un mont, une île, une petite île, une presqu'île maintenant. Et ça s'appelle le mont Saint-Michel. Et il paraît qu'il y a 1300 ans d'histoire ici même au mont Saint-Michel. Et bien, visite guidée maintenant qui commence avec une voix off à l'arrière et pouvoir vous raconter toute l'histoire du mont Saint-Michel. Allez, on y va. Alors, tu vas dire, on est où là? On est là. On est là, oui. Au Mont Saint-Michel? Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire au Mont Saint-Michel? Franchement, Voilà, mère Poula. on a dit on prend la voiture, on roule. Oui. On est arrivé là. Ouais, ouais. Et alors? Du coup, je suis venu pour voir le Mont Saint-Michel. Parce que c'est beau, Hein? c'est grand, Oui. c'est impressionnant, Oui. c'est extraordinaire Oui. et c'est beau. Ça, t'as des deux ou pas? Bon. Allez, C'est très beau. on va prendre le bus alors? Pour aller voir. Bon, et on y va? Allez, on y va. Ok, Gwen? On y va? Hé, Gwen! Gwen a dit comme ça, attends, il met son maquillage d'abord. Mais parce que c'est sur la route. Ça y est? C'est le bus pour aller au Mont Saint-Michel. On y va? Allez, on y va. La longue histoire du Mont Saint-Michel aurait commencé dans les années 708 après Jésus-Christ, bien entendu. C'est lorsque Aubert, il s'appelait Aubert, oui, il était évêque d'Avranches, paraît-il, et il fit lever sur le mont Thôme, parce que dans cette période-là, on n'appelait pas ça encore le Mont Saint-Michel, mais on l'appelait le mont Thôme. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des tombes. En tout cas, c'est un sanctuaire en l'honneur de l'archange de Saint-Michel, hein, Saint-Michel l'archange, et que le mont devint rapidement un lieu de pèlerinage majeur au Xe siècle. Et les bénédictins viennent s'installer à l'abbaye, en haut, hein, tout en haut du mont, tandis qu'un village en bas se développait, et ça jusqu'au XIVe siècle, hein, se développait jusqu'au pied du rocher, hein, et puis la plateforme était imprenable, hein, et c'était pendant la guerre de 100 ans que le mont Saint-Michel est aussi devenu un endroit stratégique pour les militaires. D'ailleurs, son architecture représente avec ses remparts l'architecture militaire que l'on connaît, hein.
avec ses remparts, bien entendu, ses fortifications, résistaient à tous les assauts des Anglais, et firent du Mont un lieu symbolique de l'identité nationale. Et c'est après la dissolution de la communauté des moines, et des moines religieuses, à la Révolution, et jusqu'en 1863, l'abbaye ensuite fut utilisée comme une prison. Elle est devenue monument historique en 1874. Et elle fut l'objet de grandes restaurations depuis, et puis les travaux ne se sont jamais interrompus, et elle continue toujours parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et dernièrement, il a fallu remplacer l'archange qui se trouve en haut du sommet du mont, et là, ils ont utilisé l'hélicoptère, alors que dans le temps, ils avaient fait des super échafaudages pour pouvoir hisser la statue de l'archange tout en dorure, bien entendu. Cette splendeur permet aux visiteurs de retrouver la splendeur de l'abbaye que les hommes du Moyen-Âge voyaient comme une représentation de Jérusalem céleste sur terre, image du paradis. Le mont était considéré un petit peu comme le paradis. Puis après, avec cette prouesse architecture, il était vraiment difficile aux personnes qui passaient de dire que c'était l'œuvre de l'homme. Ils pensaient tous que c'était l'œuvre de Dieu. Et c'est depuis 1979 que le Mont Saint-Michel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, si on regarde un petit peu l'architecture du Mont Saint-Michel, on s'aperçoit que tout ça a été fait en 3 phases. Au départ, le Mont Saint-Michel, l'abbaye, est un monument unique. Son plan ne peut être rapproché, paraît-il, d'aucun autre monastère, parce qu'il tient compte de ce qu'on appelle la forme pyramidale du mont. Le mont c'est une montagne vraiment à pic, en forme de pyramide, et donc du coup, quand ils ont construit l'abbaye en haut, la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont construit comme le mont, c'est-à-dire sous forme pyramidale. Et les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge ont enroulé les bâtiments autour de ce gros rocher granitique qui existait là et qui était là, puisque le Mont Saint-Michel, rappelons-le, était dans cette période-là seulement une île, ou presque une presqu'île, puisque à la marée haute, elle était une île, et puis à la marée basse, on pouvait y accéder à pied, et maintenant aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a construit, on verra un petit peu plus loin, un pont qui ramène les touristes sur le Mont Saint-Michel, avec bien entendu des gens qui sont pour, puis d'autres qui sont contre complètement. Alors, l'église de l'abbaye, qui est située au sommet, repose sur des cryptes. C'est-à-dire qu'ils ont créé des plateformes pour supporter le poids d'une église qui fait quand même 80 mètres de long. Et le bâtiment qui se trouve en haut, qui s'appelle le bâtiment de la merveille, souvent évoqué comme le fleuron de l'architecture de l'abbaye, le témoin de la maîtrise architecturale des bâtisseurs du XIIIe siècle, qui réussirent à appuyer sur les pontes de ce rocher 2 corps de bâtiment de 3 étages. Et des dispositions techniques ont permis cette réalisation, avec tout un système de contrebutement, c'est-à-dire un système de contrefort qui se trouve en bas et qui permet ensuite les bâtiments qui sont un petit peu plus hauts de se supporter elles-mêmes. Et enfin, les structures sont de plus en plus légères, plus on monte en haut. C'est pour ça que l'abbaye est un bâtiment un petit peu plus léger. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de poteaux à l'intérieur, puisque dans cette période-là, les poutres en béton armé n'existaient pas, et pour faire des dalles ou carrément des poutres, on le faisait sous forme arrondie, et pour utiliser le principe de ce qu'on appelle la clé de voûte. Et donc un principe où plus on a d'efforts au-dessus, plus les jambes au-dessous deviennent de plus en plus rigides. Et les grands principes de la vie monastique ont aussi influencé sur l'architecture de ce bâtiment-là, puisque ce qu'on appelle les règles de Saint-Benoît, oui, les règles de Saint-Benoît, à laquelle se conformaient les moines du Mont, prévoyaient qu'ils puissent consacrer leur journée à la prière et au travail. Et les autres pièces étaient organisées autour
ces deux activités-là en respectant un principe de la clôture. Alors le principe de la clôture, c'est très simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient à l'intérieur, il y avait une clôture, et les clôtures étaient réservées pour les fidèles laïcs. Donc du coup, les personnes qui étaient pas des moines ne pouvaient pas accéder jusqu'en haut à l'abbaye, alors que maintenant, c'est possible puisqu'on peut le visiter directement. Hein. Et ainsi, tout ça était fidèle à ce principe qu'avaient mis en place les règles de Saint-Benoît. Voilà, des pièces destinées à recevoir les laïcs et des pièces destinées à la prière des moines. Hein. Alors si on regarde cette abbaye, c'est ce mont Saint-Michel, là, et on s'aperçoit que en premier temps, il a été construit pour la religion, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était un monastère. Ensuite, après, avec la guerre de 100 ans, c'est devenu un lieu pour les militaires, puisque la place était quand même stratégique, puisque tous les bateaux arrivaient par cette baie-là. Alors, il faut signaler aussi que cette baie-là, c'est une baie sur laquelle il existe les plus grandes marées du monde. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la baie Saint-Michel, on parle souvent de la marée qui monte, paraît-il, comme un cheval au galop. Alors, est-ce qu'un mythe ou bien est-ce qu'une réalité? En tout cas, nous, quand on était là, on n'a pas pu vérifier puisque la marée monte tous les 6 heures. Hein. La marée a ce qu'on appelle une oriare de 6 heures, c'est-à-dire que si à 6 heures du matin, elle était basse, c'est bien à midi, elle sera haute. Et pendant ces 6 heures-là, elle grimpe. Et pour remplir toute cette baie-là, il faut qu'elle grimpe bien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que quand la marée monte, elle monte comme un cheval au galop dans la baie du Mont Saint-Michel et qu'il ne faut pas se laisser surprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ramasser des coquillages, ramasser des moules, ramasser des mollusques sur cette plage qui est quand même assez boueuse. Hein. C'est quand même de la vase que l'on voit ici. Et donc, ça c'est bien pour toutes ces petites bestioles que l'on peut retrouver dans cette vase-là et que les Français adorent. Hein. Les moules, les mollusques, les crabes et tout ça. Un bon plateau de fruits de mer du Mont Saint-Michel. Ah, en parlant du Mont Saint-Michel, il n'y a pas que les plateaux de fruits de mer qui sont bien là-bas, mais il y a aussi le mouton, ce qu'on appelle le mouton du pré salé, tout autour de la baie. Et comme la marée monte de temps en temps, l'herbe est plus ou moins salée, et ces moutons qui broutent cette herbe plus ou moins salée, c'est cette chair qui est salée qui donne ce petit goût un peu spécial et unique du mouton du Mont Saint-Michel qu'on appelle aussi le mouton du pré salé. Alors il y a des grands classiques aussi dans la gastronomie du Mont Saint-Michel avec par exemple l'omelette de mère Poulard qu'on a vu à l'entrée du mont. Dès qu'on commence à monter en bas, on a déjà tous les magasins puisque avant c'était un village, donc ce village-là, il y avait des magasins. Il y a même un cimetière qu'on a vu un petit peu plus haut. Il y avait des spécialités. Ils élevaient des poules, beaucoup de poules, donc il y avait des œufs. Donc ces œufs-là, ils ont concocté une omelette qu'ils ont appelée ça l'omelette de la mère Poulard, puisque c'est la mère Poulard qui l'avait créée, cette omelette-là. Alors la recette, paraît-il, de l'omelette de la mère Poulard est actuellement encore secrète. Elle est gardée secrète par les descendants de la mère Poulard. Alors, nous, on n'a pas eu l'occasion de goûter cette fameuse omelette de la mère Poulard, mais on reviendra la prochaine fois pour le goûter. C'était peut-être pas la bonne période parce que là, on est juste en début de l'hiver et il fait quand même un petit peu froid. Les magasins s'ouvrent un petit peu plus tard et puis il y a pas mal de travaux aussi à l'intérieur parce que comme on a dit au départ de la visite, le mont il est perpétuellement en travaux et il y a tellement de choses à faire qu'ils sont tout le temps en travaux. Et puis c'est le patrimoine aussi mondial de l'UNESCO. Donc du coup, il y a beaucoup de dépenses qui sont faites tous les ans pour entretenir ce mont-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le mont Saint-Michel. Et j'espère que vous avez passé un bon voisinage avec nous en découvrant cet endroit unique au monde qui est le mont Saint-Michel, un endroit un peu, comme on dirait, incontournable, puisque si on vient en France et qu'on ne vient pas voir le mont Saint-Michel, c'est un petit peu comme on vient en France et qu'on ne va pas voir la tour Eiffel. Voilà. Là, en tout cas, nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission au voisinage. Je ne sais pas dans quel pays du monde, mais je suppose qu'on aura l'occasion de se retrouver encore, peut-être à La Réunion, à la découverte d'autres choses, à La Réunion d'une culture, par exemple, ou dans l'océan Indien. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission.